Isatis? Installe-toi. Éteins la lumière. La magie de l'illusion. Maîtriser des seuls grands précipitateurs à travers le monde et le temps. Vous croyez comprendre ce que vous voyez, mais plus vous essaierez, moins vous en saurez. Bienvenue sur Hyperfixation. On parle de magie et d'illusion. La magie, c'est l'art de la manipulation. Le magicien va être performant dans sa dextérité, sa créativité et sa présentation. Il pourra même se permettre de tourner dans la rue, à l'instar de Dynamo, par exemple. Les cartes, les pièces et les ficelles sont leur dada en les destinant aux plus jeunes et dans un contexte familial. L'illusionnisme bat son fondement sur la préparation, la précision d'une mécanique bien huilée. Composé de tours de magie et présenté sous la forme d'un spectacle, il tend vers une illusion parfaite. Le public est beaucoup plus large et veut du sensationnel. Donc, l'art de la prestidigitation oppose et fait coexister l'agilité du magicien et la précision de l'illusionniste. Mais du coup, j'ai bien compris la différence entre les deux. Mais ça vient d'où la magie? Demande d'ailleurs d'un aile interloqué. Ah oui, il faut pas que je le dise à voix haute. Pour cela, mon cher ami, il faut remonter le temps et se donner rendez-vous à la préhistoire. En ces temps reculés, l'homme ne comprend rien à la science et aux phénomènes naturels. Et c'est là qu'on discerne une première signification du mot magie. Car à la préhistoire, le mot magique prend racine de ces événements trop complexes et inexpliqués, produits par des forces qui semblent divines. Ce qui laisse place aux chamans, mages et devins pour s'inventer des liens avec des divinités et autres esprits. C'est d'ailleurs eux qui seront hypothétiquement les ancêtres des illusionnistes. Tu piges? Mage? Tu veux dire... Oui, genre les sorcières. Non, je voulais dire... Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que même si Tolkien est un auteur de génie, il n'a pas tout inventé. Toujours durant la préhistoire, les sorciers manient un bâton, symbole de son pouvoir, et cela s'est étendu au fil du temps aux rois et autres détenteurs de ce pouvoir. Par exemple, prenons Moïse, qui l'utilise pour séparer la mer en deux, ou son frère, Aaron, qu'il transforme en serpent pour impressionner le pharaon, afin de le convaincre de libérer le peuple hébreu. Dans le chant d'Is de l'Odyssée d'Homère, il fait mention de Circé, qui, à l'aide d'une mélodieuse voix et d'une bonne boisson, tape sur la tête d'Ulysse et de ses hommes avec son bâton pour les transformer en cochons. Le bâton de Gandalf, ou même par extension la baguette magique d'Harry Potter, ne sort donc pas de nulle part. Oh, délire! Le mot magie est apparu en 515 avant Jésus-Christ sur une inscription perse et est dérivé du mot mage. La magie dans l'Antiquité est utilisée pour des rituels et est répandue dans la mythologie, comme le cas de Circé dont je vous ai parlé. Si on revient dans le temps, on retrouve en Égypte les premières traces écrites d'un spectacle de magie donné par Tchatchem Ankh au roi Khufu. Mais ce n'est pas la seule trace qu'on retrouve en Égypte antique. Il y a également le tour de Dedi de Desnefeu au roi Khéops. Au Moyen-Âge, l'église chrétienne prédominante va bien s'acoquiner avec la magie, qui devient un lien avec Dieu et est surtout associé aux reliques et aux miracles qui ponctuent la Bible. Pour voyager un peu, dans le monde arabique, la magie a été aussi un sujet grandement traité, mais cela dans la période anté-islamique. Les magiciens avaient recours à des djinns, par exemple, pour réaliser leurs rituels. Mais du coup, qu'en est-il de la magie noire? Oui, sujet sensible avec l'église, mais il y a tellement de choses à dire, je pense qu'une vidéo entière ne serait pas suffisante. Oh. Cependant, une petite explication est nécessaire. La Renaissance
voit pulluler une quantité de scientifiques et philosophes qui découvrent des tas de phénomènes physiques et biologiques qui vont commencer à expliquer ce qu'on croyait être l'œuvre de Dieu et donc expliquer la magie. L'Église, entre tensions dues à l'arrivée du protestantisme, avancées technologiques et scientifiques qui essayent de détromper l'existence de Dieu, va commencer à accuser toute personne qui se mettent hors cadre de leurs normes. Alors les femmes seules et guérissant les maux avec des connaissances médicinales au lieu des prières seront accusées de pactiser avec le diable. Elles seront nommées sorcières. J'en tire mes propres conclusions. Les phénomènes mystérieux que provoquaient les magiciens s'expliquent enfin et vont se détacher du surnaturel pour aller vers la science et les mathématiques. Ça va leur permettre de concevoir des tours de cartes, par exemple, basées sur les probabilités, ou de faire voler ces dernières grâce à la physique et aux vecteurs de force. Tu en sais plus sur l'histoire de cet art ancestral. On pourrait encore en parler des heures, mais en voici l'essentiel. Es-tu prêt maintenant à en rencontrer certains de leurs maîtres ? Un engrenage? Jean-Eugène Robert Houdin. Horloger de formation, il impressionne le public grâce à son automate, écrivain et dessinateur durant l'Expo universelle de 1844. En 1845, il ouvre un théâtre d'illusionnisme raffiné, éloigné de la tendance mystique et grossière de l'époque. Il va proposer des spectacles remplis d'ingéniosité en compagnie de son propre fils. Ah, Houdini. Le grand Houdini. Né Erich Weiss en 1874, il se nomme Harry Houdini en hommage à son idole, Robert Houdin. Il échappe à la vigilance des gardes de la prison de Washington, alors enchaîné nu dans une cellule. Il a survécu en 1908 en s'extirpant d'un trou de glace, alors emprisonné dans une camisole de force. Et l'un des plus connus, la boîte à lait. Coincé dans une jarre remplie d'eau, peu de chances de survie, sauf pour le grand Houdini. T'en aurais pas un petit dernier pour la route? La liste des grands magiciens est encore longue. Kallax, Thurstone, Gilles Arthur, Majax. Mais celui-ci fait disparaître un avion avant de faire volatiliser, grâce au producteur Christian Fechner, la statue de la liberté elle-même. Nous parlons évidemment de l'unique David Seth Colkin, alias David Copperfield. Un autre grand nom de la magie, j'ai nommé Georges Méliès. Né à Paris le 8 décembre 1861, il va profiter de l'héritage familial dans la chaussure pour racheter le théâtre de Robert Houdin en 1895. Il va s'intéresser à un nouvel art naissant, le cinéma. En effet, c'est en assistant à la projection du premier film des frères Lumière et leur cinématographe à Paris qu'il va vouloir leur racheter. Il ne savait pas ce qu'il pouvait en faire, mais il savait qu'il y avait quelque chose à faire, selon ses propres mots. Mais pourtant, les frères Lumière, lui, refusent. Un ami réalisateur britannique, Robert W. Paul, va lui permettre de tourner ses propres films. Méliès va découvrir le trucage par erreur. C'est lors d'un tournage où il filmait un autobus à Paris que sa caméra bloque. De retour chez lui, il remarque dans le dérochage que l'autobus devient un corbillard. Il découvre alors son premier trucage, l'arrêt caméra. Mais ce début de coexistence main dans la main entre le cinéma et la magie ne va pas durer. Le public se passionne de plus en plus pour le grand écran et la magie va progressivement être délaissée. Il ne faut d'ailleurs que quelques années pour que les salles de spectacle de magie ne soient rachetées par les salles de cinéma.
C'est ce manque de discernement de la magie face à l'essor du grand écran qui lui vaudra un demi-siècle d'ombre avant son retour en grande pompe. D'un autre côté, la magie est un sujet convoité par le cinéma. Traitant de la magie fantastique et inexplicable donnant du pouvoir et liée à une force supérieure, ou relatant d'une magie scientifique repoussant les limites des spectacles d'illusionnisme au-delà de la réalité, la magie a encore un bel avenir dans le cinéma et en dehors de celui-ci. La magie de l'illusionnisme repose donc sur des fondements scientifiques et mathématiques, régis par des trucs et astuces transmis dans le plus grand secret de magicien à magicien, pour faire de cet art une connexion mystique et captivante entre l'émerveillement et le surnaturel. Mais n'essayez pas d'en percer le secret. Le magicien ne vous montre que ce que vous devez voir, alors laissez-vous faire et continuez de rêver.